Dans la formation Devenir praticien en relation d'aide, on démarre par le module 1 qui s'appelle les fondamentaux. Je le dis et je le redis, c'est une formation qui se veut assez généraliste, dans lequel, bien sûr, on va venir utiliser des outils, on va les approfondir, hein, mais ça peut vous donner une idée, de dans quel domaine vous allez vouloir peut-être approfondir encore plus votre, vos formations. Est-ce que ça va être dans les thérapies systémiques, dans les thérapies brèves, dans l'hypnose ou d'autres outils? Alors, on a vu, déjà les aspects juridiques qui ont été présentés par Laetitia. Là, maintenant, on va voir la posture du thérapeute. La posture, vous allez voir, c'est quelque chose sur laquelle je suis, hem pour moi, c'est vraiment la clé de votre professionnalisme. C'est vraiment ce qui va faire la différence et je vais vous le redire souvent, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Pour moi, bien au-delà des outils, même si les outils aussi sont très importants. Avant ça, on définit qu'est-ce que c'est qu'un praticien en relation d'aide ou un psychopraticien, on pourrait dire aussi. Donc c'est quelqu'un qui est formé dans le domaine de la psychologie, donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez, acquérir des outils, de thérapie. Dans d'autres disciplines, hein, on va bien sûr utiliser, plus précisément les outils, de thérapie brève, mais aussi des modes de communication. On va aussi, approfondir vos connaissances dans le champ émotionnel, dans les champs stratégiques aussi, les stratégies que les clients mettent en place. Donc spécialisé dans l'accompagnement psychologique et émotionnel des individus. Votre rôle, ça sera d'apporter un soutien personnalisé, pour aider les personnes à surmonter des difficultés personnelles, émotionnelles ou relationnelles, en favorisant leur bien-être mental. Alors je rajouterai en vraiment, le soutien, mais ça va au-delà, c'est vraiment de rendre la personne la plus autonome possible, ce qui va être différent de la posture du sauveur. Alors là, je vous ai mis, 3 identités, on va dire professionnelles différentes, le praticien, le thérapeute et le coach. Je vous invite, à peut-être favoriser praticien ou psychoprathe, c'est ce que j'utilise moi la plupart du temps, bien qu'il m'arrive aussi d'utiliser le terme de thérapeute. Mais je vous invite à un petit peu plus de prudence parce qu'il y a, heu, beaucoup de contrôle, ces derniers temps et utiliser trop de mots qui seraient du champ lexical, de la médecine ou de la psychiatrie pourrait créer quelques problèmes. Donc, en utilisant praticien ou coach, déjà, vous êtes à l'abri de tout ça, sauf si, bien sûr, vous êtes un professionnel de la santé mentale, par exemple, ou un professionnel de la santé physique et que vous avez, déjà un métier, dans les mains en lien avec la santé, auquel cas vous pouvez bien sûr, tu utiliser ou continuer à utiliser le mot de thérapeute. Sinon psychopraticien peut être pas mal ou bien sûr si vous faites de la massothérapie ou de la naturopathie, bien sûr ça rentre dans ce cadre-là. Les coachs, c'est une posture un petit peu différente que moi j'utilise, surtout lors des accompagnements de recherche d'équilibre nutri-émotionnel. Et ça m'arrive aussi en cabinet d'utiliser cette posture, mais toujours en accord avec mon client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent que ça va le la direction ne va pas être thérapeutique, je leur dis: «Ben là, je pense qu'en fait, ma fonction, elle va être plus une fonction de coach auprès de vous, pour vous aider vraiment à mettre en place des objectifs précis». Ça arrive des fois quand les personnes veulent mettre en place, par exemple, une réorientation professionnelle. Sauf bien sûr, des fois, je réoriente carrément vers des personnes qui sont, complètement, formées là-dedans. Mais encore une fois, c'est comme je le sens. Si je sens que je peux aider la personne, c'est, c'est complètement OK. En fait, connaître aussi votre identité peut vous permettre aussi de connaître vos limites de compétences et de réorienter quand c'est nécessaire. Sachez qu'on ne remplacera jamais un avis médical ou un avis, psychiatrique. Donc s'il y a besoin d'être étayé par, par un médecin ou un psychiatre, réorienter votre patient, même, vous pouvez et ça m'est déjà arrivé, de dire à quelqu'un: «Je vous accompagne uniquement s'il y a quelqu'un qui rentre dans la boucle tel un psychiatre», parce que j'avais ressenti qu'il y avait des problèmes de psychopathologie. Alors, la mission du thérapeute. La mission, c'est le fait de venir, excusez-moi, accompagner les individus dans des problématiques émotionnelles, relationnelles ou de vie quotidienne, hein. L'approche, ça va être tout simplement
on va être sur l'écoute empathique. On est dans de la thérapie assise, majoritairement, hein, sauf si vous êtes, sophrologue ou énergéticien ou que vous travaillez, sur des tables. Il y a toujours un petit temps où vous allez être, assis avec votre client et on va être plutôt dans ce moment-là, ce moment du questionnement et dans laquelle on va être dans une approche avec de l'écoute empathique. Je vais vous expliquer plus profondément après, du soutien émotionnel et de l'orientation vers des solutions concrètes, mais aussi de l'introspection. L'objectif, bah, c'est d'aider votre client à mieux se comprendre, à mieux se connaître et à mettre en place, du changement, hein, la plupart du temps, du changement de stratégie, du changement, on peut venir remettre du recadrage. Ça aussi, j'expliquerai un petit peu ce que c'est que le recadrage. C'est pas le fait de recadrer quelqu'un, hein, c'est de l'amener vraiment vers un autre regard de sa problématique. L'objectif, bien sûr, il y a l'objectif du thérapeute, il y aura l'objectif du patient, hein, mais vous, ça, c'est votre objectif. Et les outils, alors les outils, bah, sont tout ce qui va être outils de communication, outils d'écoute active, encore une fois, outils de guidance, émotionnelle, outils de conseils pratiques. Ça arrive parfois de devoir donner des conseils pratiques ou hygiéno-diététiques ou énergétiques, hein. Et de l'éducation ou de la rééducation puisque, vous verrez que vos clients sont souvent, inscrits dans des schémas neuronaux, très directs. C'est-à-dire qu'il y a plus de réflexion et vous allez venir remettre de la réflexion et décortiquer des comportements, par exemple, ou des modes de pensée pour pouvoir venir rééduquer votre client, pardon, à d'autres alternatives. Et puis, ben, l'étendue, bah, là, ça encore une fois, ça va dépendre de qui vous voulez, accompagner. Si vous n'avez jamais travaillé avec les enfants, les personnes âgées, je vous invite à la plus grande prudence ou alors formez-vous, hein. C'est un petit peu différent de l'adulte, lambda. Alors bien sûr, le champ émotionnel est le même, hein. La peur chez l'enfant et la peur chez l'adulte, c'est la même chose. Mais par contre, c'est les outils qui vont être un petit peu différents. L'approche aussi, elle va être un peu différente. Idem chez personnes âgées. Donc voilà, je vous invite, à vous former, plus concrètement par rapport à tout ça. Et puis respectez, ce que vous aimez, ce avec quoi vous êtes à l'aise, surtout au début, surtout au début. N'allez pas vous mettre en difficulté avec des personnes avec qui c'est compliqué. Allez au plus simple, dans les personnes que vous allez accompagner. Alors, on démarre, on va rentrer un petit peu plus profondément dans l'entonnoir et on va commencer à parler de la neutralité stratégique et là, on commence à vraiment parler de votre posture et encore une fois, je le répète, je vous le dirai, je sais pas, peut-être 100 fois, mais votre posture va être la plus importante puisque ça va être vraiment la clé de votre professionnalisme. C'est ce qui fait que vos clients vont vraiment avoir l'impression d'aller voir un professionnel de la relation d'aide ou un psychopraticien. La première attitude à avoir, c'est celle du non-jugement. Heu, vous devez vraiment être dans cette attitude non jugeante. Vous ne portez pas de jugement sur les croyances ou les émotions de votre client, ni même de son comportement. J'ouvre une parenthèse très rapide, sauf, uniquement sauf si votre client est en danger immédiat ou que quelqu'un de son entourage est en danger. Et là, c'est pour n'importe quel citoyen lambda, on passe par l'information préoccupante. Je referme la parenthèse parce que ça ne va pas être l'étendue là de ce que l'on va aborder. Alors, je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vient, je ne sais pas, une jeune femme qui vient parce qu'elle a un souci avec son compagnon et qu'au cours de la conversation, elle vous dise qu'elle fume un joint tous les soirs avant de dormir. Si le fait de fumer un joint n'est pas abordé par elle en termes de problème, ou si ce n'est pas en lien avec sa demande, on ne s'en intéresse pas en fait. Ce n'est pas, on n'est pas là pour dire: «Bah oui, mais c'est pas bien, il faudrait pas fumer du cannabis», enfin bref, non, non, on laisse tomber et on va venir se concentrer uniquement sur ce qu'elle nous demande. Alors ça peut paraître, peut-être un peu basique comme ça, mais c'est important. L'écoute active l'écoute active, c'est le fait de vraiment, alors ça, c'est quelque chose que vous devez mettre en place tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quand votre, client rentre dans votre cabinet, observez-le. Observez-le, ça commence à faire partie de l'écoute active. On rentre dans les outils qui sont un petit peu de communication, non violente, même si je ne vais pas l'aborder spécialement ici. C'est quand même, l'écoute active, ça fait partie des CNV. Hem,
Je vais vous inviter là à prendre des notes. La communication non violente, c'est vraiment le fait de pouvoir écouter votre client sans déjà chercher à interpréter, heu, trouver des solutions. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Non, l'écoute active, c'est on accueille ce que la personne nous dit. On a le temps. On a le temps de trouver des solutions. On n'en est pas là du tout. Pour l'instant, on prend connaissance du problème. Donc on laisse le client s'exprimer jusqu'au bout. Une fois qu'il s'est exprimé jusqu'au bout, on vient reformuler avec nos propres mots, sans interprétation, pour voir si on a compris. Je vous donne un exemple. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit: «Je viens vous voir parce que, en ce moment, je n'arrive plus à m'endormir, parce que, au travail, ça se passe pas bien et je suis en conflit avec une de mes collègues». Vous allez reformuler en disant, par exemple: «Si je comprends bien, vous souffrez de troubles du sommeil parce que, dans le cadre de votre travail, vous êtes en conflit avec, une de vos collègues». OK, et votre client va dire: «Oui, oui», et puis il peut très bien vous dire: «Ah non, non, en fait, non, c'est pas avec une de mes collègues, c'est avec 2 ou 3 de mes collègues, je sais pas, ça se passe pas bien en ce moment». OK, donc on reformule à nouveau en venant apporter, la supplémentation qu'il vous donne pour être sûr que, vous avez bien compris. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre que votre client se sent complètement compris et entendu, et vous allez venir vérifier: «Est-ce que j'ai bien compris?» Tout le temps que votre client n'est pas dans l'affirmative, vous reformulez, vous continuez à creuser. Parfois, ça arrive que les gens ramènent du coup d'autres, éclairages, ou des fois ils peuvent vous dire: «Ah non, non, je me suis mal exprimé». Alors on peut vous dire: «Oui, oui, j'ai des troubles du sommeil, mais pas que, et c'est pas vraiment pour ça que je viens vous voir, c'est parce que finalement ça m'angoisse». Très bien, donc finalement, c'est peut-être pas les troubles du sommeil, c'est peut-être qu'il est angoissé la majeure partie du temps par rapport à cette problématique, et vous voyez déjà, c'est plus c'est déjà, et on n'est pas en train d'interpréter. On n'est pas en train de se dire: «Oh bah, il manque clairement d'affirmation de lui-même», ou «Il devrait trouver sa place», ou non, on est vraiment dans «j'écoute». On se centre sur son besoin, bien sûr. Quel va être son besoin par rapport à ça? Heu, et pas sur le nôtre. Encore une fois, hein, on n'est pas déjà là en train d'interpréter. Et avant de mettre en place ne serait-ce que n'importe quel objectif, on va venir favoriser l'auto-exploration. C'est-à-dire, on va explorer avec notre client. Heu, Qu'est-ce qui a amené cette problématique? Comment ça a commencé? Depuis quand? Enfin, ça, je vous l'expliquerai plus tard. On évite les jugements prématurés. Dis donc votre collègue, elle est vraiment pas très, très sympa. Vous voyez, ce genre de choses, on évite vraiment, et on évite les réponses prématurées. «Ah ben je sais exactement ce qu'il faut faire pour vous aider», non. On va vraiment, on écoute et on n'interprète pas. On commence pas à rentrer dans: «Ah mais peut-être que vous avez le syndrome du jumeau perdu» ou je sais pas quoi, ou peut-être que c'est transgénérationnel ou je sais pas quoi. Même si ce sont des choses qu'on peut utiliser, toujours à distance, en tous les cas, du démarrage de votre séance, et surtout après avoir mené un questionnement très, très, très complet. Voilà. Sinon, ben, c'est tout simplement coller une étiquette à un client, et ça, c'est pas satisfaisant du tout, du tout. Voilà. Alors, je vous dis ce qu'il faut pas faire, mais peut-être qu'il faudrait mieux que je vous dise ce qu'il faut faire. Donc, dans l'exemple de neutralité stratégique, je vous ai mis en rouge une attitude non neutre, les aspects non neutres, et en vert les aspects neutres. Donc, plutôt que de venir juger le collègue ou juger son comportement à lui, ou lui dire que peut-être il devrait quitter sa boîte, on va plutôt aller dans: «Je ressens que vous avez des difficultés avec vos collègues. Est-ce qu'on peut explorer ensemble comment on peut mieux gérer les interactions?» On peut travailler plutôt le contexte relationnel. On va maintenir la neutralité tout le temps qu'il nous parle. Il faut vraiment rester neutre pour favoriser, vraiment la liberté d'expression. On peut lui proposer de travailler sur la dynamique avec ses collègues heu, sans venir travailler sur le travail en lui-même, comment l'aspect relationnel. On peut aussi, travailler les frontières. Quelles sont ses limites? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Pourquoi il vient nous consulter maintenant par rapport à ça? Enfin, il y aurait des tas de questions à poser, bien sûr, on verra ça un petit peu plus tard, heu, dans la formation. Et toujours dans la posture du thérapeute, on va
aborder la bonne posture, ce que j'appelle la bonne posture, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout le monde est quasiment capable d'être un sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui va venir, aider de manière intéressée, la plupart du temps. Heu, Comme on fonctionne beaucoup comme ça, j'allais dire avec notre inconscient, hein, il y a toujours une intention tournée vers soi. Même chez les gens les plus altruistes, c'est toujours en recherche de quelque chose. Alors, le thérapeute, lui, il doit faire ce travail. Le praticien en relation d'aide, il doit faire ce travail de décentrage, c'est-à-dire de ne pas être centré sur lui, ses besoins et la réparation de ses blessures pour venir aider son client. Alors, ça, c'est un outil que je vous présente maintenant. Je pense que, il y a de fortes chances que je le réutilise pendant la formation. C'est le triangle dramatique de Cartman. Le triangle dramatique de Cartman, il existe, c'est un mode relationnel. Il faut savoir qu'il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de bourreau sans sauveur et pas de sauveur sans victime, enfin bref. Une personne peut prendre les 3 places dans la même conversation. Le triangle dramatique de Cartman, il a mis, en lumière un mode de relation où on va avoir des personnes, par exemple, qui ont tendance à subir, se plaindre ou s'apitoyer sur leur sort. Alors, il faut savoir que beaucoup de clients qui viennent nous voir peuvent être dans cette posture. Ce qui signifie toujours que la plupart du temps, il y a un sauveur, ça peut être vous, si, vous prenez cette place-là et je vous le déconseille fortement. Heu et il y a toujours un bourreau. On doit apprendre, éduquer nos clients à comprendre qu'on ne peut pas travailler sur les autres, on peut travailler que sur soi. Et sortir de la place de victime peut être parfois un objectif à part entière pour nos clients. Mais aussi parfois ne pas prendre la place du sauveur. Peu de personnes vous diront spontanément qu'ils prennent la place du bourreau. En tous les cas, s'ils prennent la place du sauveur, ils sont forcément, à un moment ou à un autre, bourreaux également et parfois victimes. Alors ça peut peut-être sembler un peu confus comme ça, hein, pour les personnes qui travaillent en relation d'aide, elles savent déjà de quoi je parle, ça c'est sûr. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est quelque chose on travaillera au fur et à mesure des modules. Mais sachez que ça existe et votre place à vous, eh bien, elle doit être carrément en dehors de ce triangle. Et ça, on revient sur votre neutralité stratégique. C'est votre décentrage qui vont permettre de sortir de ce mode de fonctionnement.